et ses fonctions interactives. Et je vais vous montrer après ce qu'il y avait comme interactions. Mais d'abord, j'aimerais bien vous présenter quelque chose sur la méthodologie de cette étude qui est peut-être intéressant pour vous. Bon, la méthodologie, c'était une investigation réflexive, c'est-à-dire on a essayé de vraiment voir les ressources du point de vue du professeur qui utilise les ressources et de voir son travail de documentation. C'est un peu ethnographique, je dirais. Hein. Mais bien, on a utilisé aussi quelques outils spécifiques. Le professeur guide le chercheur pour la visite du système de ressources. On a toujours essayé de savoir quel est le système de ressources. Et Vera, par exemple, elle nous a écrit vraiment dessiner bon, nous on a fait après, mais elle avait écrit, elle a fait tout ça. Hein? Alors elle avait at home, hein, à la maison, et ce qu'elle avait en collège, et le mémoristique qui était vraiment un lien entre les deux. Et nous, on appelle ça les SRRS, les représentations schématiques du système des ressources. Et on a fait avec, bien sûr, avec d'autres professeurs, et c'est intéressant si vous regardez les systèmes, les SRRS des professeurs de primaire, par exemple, de collège, de lycée, de l'université, vous avez vraiment des schèmes complètement différents. Et ça, bon, en tout cas, ça fait partie des outils de la méthodologie. La valise de Vera. Bon, la valise de Vera, je vous montre si j'arrive. Bon. Je vous montre la valise de Vera. C'était Luc Truch, il a organisé en France au IFE cette notion de documentation valise. Et bon, vous voyez ici, c'est aussi en français, mais ça c'est où il a expliqué en anglais pour le monde ailleurs aussi. Et là, vous voyez Vera, France, et là, c'est toute une série de vidéos et des interviews. Vera qui a préparé ses cours de statistique en quatrième, hein? Grade 8, c'est quatrième. Et là, vous voyez les différentes, je dirais, parties de la valise. J'ai appris quelque chose là. Ok, alors ça c'est Vera. Et on a appris que, bon, ça fait partie des résultats, que les professeurs utilisent beaucoup de ressources différentes. Ils travaillent beaucoup sur leur répertoire de ressources pour leur cours, leur préparation, développement des enseignements. Et que peut-être, je ne sais pas, peut-être pas en France, mais je dirais en Angleterre ou dans la littérature anglaise, de la littérature de recherche en anglais, on parle très peu de la préparation du cours. On parle presque pas du tout. Et quand j'ai fait mon doctorat et j'ai regardé le travail des professeurs, les professeurs en Angleterre, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps pour préparer. Alors c'est quand même intéressant parce que nous on pense toujours que c'est... Et les professeurs en France, ils ont préparé, ils avaient leur classeur et ils avaient déjà à ce temps-là. Et
c'est quand même les préparations, j'ai l'impression que les préparations ne sont pas très bien recherchées. Alors, les ressources, ils font partie de la préparation, bien sûr. Les manuels scolaires jouent un rôle important, ce qu'on avait dit, et, comme réservoir de ressources, parce que la plupart des professeurs utilisent les manuels scolaires, ils utilisent les exercices. Ça, c'est déjà quelque chose, et les élèves aussi, bien sûr, sont comme réservoir de ressources, et même du curriculum prescrit au quasi-curriculum. C'est-à-dire, ils regardent beaucoup de professeurs, pas seulement en France, aussi, surtout, peut-être, je dirais, en Norvège, ils utilisent les manuels scolaires comme le curriculum, comme le curriculum et les programmes prescrits. Les manuels scolaires, bien sûr, ils ont une trajectoire de comment est-ce qu'on apprend. Par exemple, les Helix, ça dit Helix, hein, c'est-à-dire la structure, c'est-à-dire de revoir, revoir. Et qu'est-ce que ça veut dire revoir? La même chose, au plus on creuse un petit peu au-dessous de la surface. Alors ça c'est par exemple, ces amis, ils ont dit que c'est pas la structure des Helix. Alors ce que je voulais dire, que les professeurs, ils utilisent les bouquins, ils utilisent la progression, comment progresser avec les différentes topic areas. Et là, ils suivent vraiment ce que les auteurs ou les inspecteurs peut-être aussi, ils ont écrit dans les manuels. Mais est-ce qu'il est après d'une étude, je crois que c'est un doctorat d'Isabelle Quentin, les professeurs préfèrent les ressources de type ruche au lieu de bac à sable. Bac à sable, ça veut dire qu'il utilise n'importe quelle ressource, hein, et il met ensemble. Mais les professeurs n'aiment pas trop ça. Ils aiment bien des ressources ruches, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà organisé, soit en manuel scolaire, soit au module qui est bien développé déjà. Alors ils veulent ça pour vraiment essayer en classe. Ok. Aussi, des résultats. S'il y a peu de collaboration dans les collèges, écoles, lycées, les manuels scolaires peuvent agir comme ressources communes et comme une base possible de collaboration. C'est-à-dire, il y a des professeurs qui s'assoient ensemble, qui travaillent ensemble sur les manuels, après tout, c'est leur préparation du cours, mais ils regardent les manuels et ils les changent, ils transforment ce qu'il y a dans le manuel en ce qu'ils veulent, comment ils veulent enseigner. Les ressources communes peuvent former la base de la formation continue. Et là, je vous avais expliqué, ou je vous avais parlé de l'ingénierie didactique, Design-Based Research, pour améliorer les ressources, c'est-à-dire on peut améliorer ou approprier les ressources et soutenir les professeurs pour devenir concepteurs, c'est-à-dire les auteurs ou concepteurs, c'est-à-dire ne pas recevoir mais développer les ressources. Et ça, je trouve, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi avec les ressources. Les ressources sont vraiment entre les élèves, le professeur, mais aussi entre le professeur et l'État, parce qu'il y a des programmes quand même. Alors les ressources, de travailler avec les ressources, ça donne et ça apporte beaucoup de connaissances. Mais à la même temps, c'est pratique. Alors je dirais de voir les choses à travers des ressources et travailler avec les professeurs sur les ressources. Ça donne beaucoup d'opportunités
d'améliorer leur connaissance et à la même temps de les faire travailler ensemble. Bon, méthodologie, voir le travail des professeurs à travers la fenêtre de la documentation qui travaille sur les ressources révèle d'autres dimensions. Par exemple, le travail commun. Par exemple, Inga et Vera nous ont dit qu'ils travaillent toujours seuls. Ils nous avaient dit qu'ils travaillent toujours seuls. Mais à travers des ressources qu'ils ont utilisées, nous avons vu d'autres collaborations. Par exemple, avec les parents. Inga travaillait beaucoup avec les parents parce qu'elle avait des liens. Il y avait un special forum, un forum spécial où elle travaillait, où elle parlait beaucoup avec les parents. Qui peut-être, je ne sais pas si c'est bien ou pas, en France ça ne se fait pas parce que les professeurs ne veulent pas parler avec les parents parce que ça c'est leur travail d'apprendre les maths et les parents non, c'est pas leur truc. Mais en Norvège c'était autre chose. Alors c'est à travers des ressources, on a vu pas mal de collaborations avec différents gens, avec différents groupes qu'on n'avait pas vu avant. Bon, maintenant les manuels scolaires aux ressources vivantes, et bien sûr là c'est la technologie. Et vous connaissez peut-être ce livre qu'on avait édité, From Text to Live. Bon, live c'est pas vrai, c'est living resources, hein, je dirais. Live ça veut dire c'est déjà le passé, mais on voulait dire le living resources, c'est ça. Bon, à l'époque, pour 2012, nous avons fait une comparaison de conception-intention des auteurs de deux livres, comme je vous avais dit, Élix et Sésamat. Mais comme vous le savez, si vous prenez Sésamat, il faut peut-être expliquer. Où est-ce que je l'ai là? Sésamat, vous connaissez le Sésamat? Non? Le Sésamat, c'est voilà, maintenant je saute un petit peu. C'est des manuels en ligne, ok? Et nous, on a dit de nouveaux défis pour l'éducation des maths. L'association de Sésamat était formée en 2001 pour concevoir et échanger de nouvelles ressources pour les professeurs de mathématiques en France. Et à ce moment-là, à ces jours, une centaine de professeurs ont développé un grand ensemble de ressources. Et ça, c'est devenu des ressources jusqu'à des manuels scolaires. Alors, les manuels de Sésamat sont maintenant librement disponibles en ligne. Vous pouvez taper Sésamat et vous aurez des manuels du primaire jusqu'au baccalauréat. Et comme vous le voyez, le Sésamat était conçu pour travailler ensemble, s'entraîner, communiquer. Alors ça c'est déjà intéressant parce que et maintenant il représente entre 15 et 20% du marché des manuels scolaires. Ça c'est beaucoup en France. Alors avec tout ça, avec ces travaux sur les ressources, ils ont développé des manuels scolaires qui sont renouvelés par les professeurs qui écrivent à l'association de Sésamat et l'association de Sésamat qui change les manuels. C'est-à-dire, d'un mois à un autre, Vera, par exemple, elle nous avait dit « Oh, ça n'existe plus au Sésamat » parce qu'ils ont changé, parce qu'il y avait un professeur qui avait écrit. Alors, ce n'est pas en Wikipédia, comme vous le connaissez, mais c'est quand même quelque chose qui bouge. Hein? Et bien sûr, l'association de Sésamat, ce sont les gatekeepers. Ce sont ceux qui décident ce qui va changer et qui ne change pas. Alors là, vous avez l'origine. Et là, le Sésamat, si vous regardez bien, vous avez plusieurs
outils, je dirais. Vous avez le Labomètre, par exemple. Hein, c'est vraiment une variété de ressources que vous voyez. Il y a le Labomètre. Le Labomètre, c'est un outil très efficace pour relier les manuels en ligne à d'autres ressources. C'est-à-dire que le professeur pourrait rassembler ou changer plusieurs choses et mettre dans le Labomètre et faire son cours dans le Labomètre. Hein? On peut introduire des ressources externes pour le professeur et pour construire ses propres leçons de Labomètre. Alors ça c'est déjà intéressant et surtout c'était pour Vera et Vera elle a travaillé beaucoup avec ça. Oui, il y avait un doctorant de Lyon qui avait suivi l'association de Césamat jusqu'au 2013 et l'association de Césamat a changé. Et ça c'est intéressant au niveau de la recherche parce qu'on a utilisé l'Activity Theory pour rechercher ça. Comme ils ont 15% du marché, ils ont l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne voulaient pas seulement les manuels en ligne, mais ils voulaient vraiment une interaction, c'est-à-dire que les manuels sont interactifs. Alors ils ont engagé des informaticiens, parce que les informaticiens savent faire les interactions. Mais les informaticiens ne savaient pas comment enseigner les maths. Alors il y avait une interaction entre les professeurs de maths qui étaient en charge c'était le Césamat de grade 10, ça veut dire seconde. Hein. C'était la seconde en France, c'est-à-dire au lycée, au niveau du lycée. Et ils voulaient faire à ce moment-là, c'était les functions, hein, les fonctions. Et ils ont travaillé ensemble et les professeurs ils voulaient une certaine interactivité parce que les fonctions, on pourrait montrer, il y a beaucoup de représentations, il y a beaucoup de choses qu'on peut pour les interactions. Et les informaticiens, ils ont essayé d'intégrer ça, mais ils n'ont pas tout à fait réussi. Alors il y avait un échange sur l'Internet qu'on avait étudié entre informaticiens, entre professeurs, c'est-à-dire les designers, les concepteurs de cette manuel, et ça c'était vraiment intéressant. Mais après tout, ils n'ont pas réussi de faire les interactions ce qu'ils voulaient. Une partie, ils ont réussi, mais après tout, il y avait un compromis qui était décidé par l'association de Césamat qu'ils ont ces interactions qu'ils ont là-bas. Il y avait quelque chose de géométrie, etc. Mais il y avait aussi d'autres choses qui étaient sur un site spécial où ils pourraient travailler avec. Alors ils n'ont pas réussi de mettre tout ça dedans dans le bouquin en ligne. Et on se trouve. Bon, je reviens. Qu'est-ce que je fais? Oui. Alors, si vous avez des concepteurs ou un manuel scolaire bien conçu par les auteurs qui sont peut-être chercheurs, peut-être formateurs, peut-être des inspecteurs, hein, ça c'est normal en France. Et vous comparez ça avec le Césamat, qui était après tout, et j'utilise les mots exacts, un pile of bricks, de bricks, hein, c'est-à-dire on mélange tout, on met ensemble, et bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut dire après tout sur la cohérence ou la qualité de ces manuels? Ça, c'est le problème. Et bien sûr, les auteurs des LICS, ils ont dit, mais comment est-ce que vous osez de comparer notre manuel
bien conçu avec le manuel de Césamat. Comment osez-vous? Oui, je ne sais pas, mais on a osé. Et bon, parce qu'on voyait que c'est vrai que l'Elix est bien conçu, ils ont vraiment mis, c'est une groupe de 4 auteurs, par exemple, qu'ils ont peut-être travaillé, et c'est très bien fait, ce manuel, mais il y a aussi une qualité, peut-être une autre qualité, qui se fait à travers les professeurs qui travaillent avec le bouquin et qui changent hein, la balance qui s'installe peut-être un peu plus tard, hein, on ne sait pas. C'est-à-dire, et avec ces interactions, je trouve qu'il y a quand même la possibilité de voir qualité et cohérence de notre point de vue qu'on a fait avant. Alors avec les e-technologies, avec la technologie en ligne, il faut peut-être repenser, reconcevoir des choses un petit peu. Et comment comparer, bien sûr. Bon, alors, Césamat, on a déjà fait. Alors, Vera, elle a travaillé avec le Césamat, et là, sur la statistique qui était... Et Luc Trusch, il a pris des vidéos à 4 moments, la préparation, enseignement en classe, évaluation et réflexion. Et si j'arrive, vous voyez... Vous voyez l'épisode 9 de... Hein? Laisse-moi. La flèche sur le clavier. Ok. De descendre le Ouais. On va le voir. Ok. Bon. Alors, maintenant, c'est Vera qui prépare son cours de classe de 4e. Et pour la première fois, elle enseigne la statistique au 4e an. Est-ce qu'on a le son? Ah oui? Je sais pas, peut-être, mais je sais pas. Tu veux dire qu'il y aura des mots... C'est un nouveau programme, Regroupement de pourcentage? Non, je pense pas. Oui, mais il faudrait que ce soit interactif. Vous voyez, elle a tous ces bouquins-là. Et là, il faut que je lise peut-être préparation, pense-bête, la progression. Rappel, écriture d'un pourcentage, marquer la référence du livre utilisé. Recherche sur Césamat, manuel de 4e. Ressources en ligne utilisées pour création de recherche. Voilà, par exemple, des exercices sur leur cahier, des exercices d'application sur leur livre, je prends plutôt les exercices de livre parce que bon, je leur fais apporter le livre tout le temps. Pour moi, je l'utilise, j'essaie de l'utiliser avec ça, même s'il ne correspond pas complètement à mes cours, j'essaie quand même de rechercher des exercices. Là, je pense que ces exercices-là, je vais les trouver dans leur livre. Je ne vais pas aller chercher à lire ça. Bon, alors vous voyez, là il y a Vera à 4 moments, la préparation des leçons, là vous avez vu un petit extrait où nous avons exploré le système de ressources de Vera. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors par exemple, elle nous a dit qu'elle utilise elle utilise la progression de certains livres, mais elle a dit qu'elle n'aime pas la production. Alors, elle n'aime pas les activités d'introduction. Et aussi, elle nous dit qu'elle utilise le Césamat
de l'année antérieure, pour vraiment savoir, peut-être j'ai un petit exercice pour introduire. Après la session 2, c'est en classe. Après, c'est le debriefing, après le test, parce qu'elle a fait un test et elle nous a dit comment elle travaille avec le test. Et là, après, c'est le stimulated recall, comment dire, confrontation, oui. Où elle regarde ou elle voit des vidéos, surtout les vidéos en classe, et elle parle là-dessus. Ok, là, comme vous avez vu, elle a cherché un simple exercice d'introduction. Ça, c'était son objectif. Hein. Elle utilise le Césamat du 6e comme ressource, parce qu'elle a dit le 6e, il y a des choses faciles. Pour faire les liens avec les connaissances d'intérieur, ça c'était son intention. Le Césamat lui offre le maths en poche pour les élèves, mais le labomètre pour Vera pour préparer ses cours. Alors ça c'est ces ressources-là. Peut-être on pourrait dire après tout que le renouvellement des ressources change le travail du professeur. Une fois, ou première fois, avec l'interaction professeur-élève, il y a la possibilité de différencier le travail individuellement pour chaque élève. Et Vera, par exemple, elle donne des exercices spécifiques pour chaque élève. Et ça, elle peut faire à cause de Césamat. Parce que Césamat, il y a des outils où elle pourrait donner des devoirs individuellement. Présenter le travail des élèves en classe et discuter en commun des erreurs commises. Là, vous n'avez pas dit, mais dans le film, elle projette le travail des élèves pour discuter les erreurs, les problèmes. Hein? Alors, c'est sa ressource. Ça fait partie de la ressource. Deuxièmement, interaction professeur-professeur. Alors, les ressources pour préparer les cours ensemble. Comme en Norvège, vous avez le Arbeitsplan, c'était vraiment une ressource qui était pour tous les professeurs. Ils ont travaillé ensemble là-dessus. Composer avec les ressources en ligne. C'est-à-dire ils peuvent composer les ressources en ligne comme les concepteurs de Césamat ont fait, ou comme plusieurs professeurs qui travaillent avec les Césamat ont fait. Interaction professeur-auteur. Les professeurs proposent des changements du contenu, comme je vous avais parlé l'exemple de Césamat, ou les nouveaux parcours dans ou parmi les cours existants, ou les bases d'exercice. Les professeurs proposent des changements et deviennent quasi-auteurs, on pourrait dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec les ressources nouvelles? D'une qualité cohérence statique, peut-être, comme Élise, on pourrait dire, à une qualité cohérence dynamique. On se demande s'il y en a. De choisir et s'approprier à concevoir et développer. Le professeur devient concepteur. De faire des liens entre les idées, à faire des liens entre les personnes. Par exemple, Césamat offre des possibilités que les principaux travaillent avec les professeurs, avec les parents, etc. Alors, il y a beaucoup de liens. D'une conception individuelle à une conception collective, que vous avez vu sur le Césamat, mais bien sûr aussi sur certains aspects de l'Élise. Ça veut dire qu'il y a des possibilités d'évolution, des transformations, d'interaction qui sont importantes. Avec le changement de nature des ressources interactives qu'on a maintenant, ou du texte
aux ressources vivantes, et les possibilités de changement pour l'enseignement et pour le développement professionnel. C'est-à-dire avec le changement des ressources, on a plusieurs choses qui changent. C'est le travail du professeur qui change, c'est bien sûr les ressources qui changent. On peut les utiliser pour la formation continue, pour le développement professionnel. Et alors on a dit peut-être former, changer à travers ou avec les ressources vivantes. Et j'ai dit ça parce qu'il y avait toujours un slogan dans le monde anglophone, je dirais, qui dit « Teaching by the book », c'est-à-dire d'enseigner vraiment comment le livre vous dit. Alors, nous, on dit « Teaching with the book », c'est-à-dire avec les ressources. Hein, et comment le professeur devient auteur et fait, c'est-à-dire c'est plus qu'une appropriation des ressources, c'est plutôt une réconception des ressources, aux ressources vivantes. Merci. Merci. Alors, on a plusieurs pour poser des questions. On a une demi-heure, poser des questions et aussi pour intervenir suite à la présentation de l'IFP. Jérôme? Dans les deux cadres théoriques, celui de Goethe est proche et celui des Mions, vous avez parlé qu'il y avait beaucoup d'interrelations entre la ressource et l'enseignant, et c'était une relation mutuelle. J'aimerais ça que vous parliez plus de ça, comment l'enseignant produit la ressource ou la ressource produit l'enseignant. J'ai eu l'impression d'entendre ça. Et aussi comment dans les données, on voit ça. Oui. Bien sûr, c'est vrai, on voit seulement quand on explore les ressources mêmes. C'est-à-dire, par exemple, si je travaille avec des professeurs de maths sur certaines ressources, hein, d'abord, il y a une problématique, il y a quelque chose, les professeurs ils veulent, je ne sais pas, préparer un cours de tel. Alors, je prends les ressources, ou les ressources qu'ils amènent, mais il y a certaines ressources il y a des contraintes, et il y a des possibilités et des contraintes. Il y a des possibilités et des contraintes de chaque ressource. Par exemple, si vous voulez enseigner des fonctions, vous avez des possibilités d'utiliser plusieurs représentations. Hein? Et quelle représentation est-ce que vous utilisez? Là, il faut choisir. Hein? Il faut choisir peut-être du point de vue du niveau des élèves, ou peut-être comment est-ce que vous voulez faire quelque chose de pratique, ou vous voulez faire d'abord quelque chose de pratique, ou est-ce que vous voulez faire quelque chose qui travaille ensemble, ou qu'est-ce que vous avez comme point de vue. Alors c'est les ressources mêmes qui donnent des contraintes dans un sens. C'est-à-dire les ressources, on ne peut pas utiliser des ressources pour n'importe quoi, et c'est une contrainte. C'est-à-dire les professeurs, ils doivent avoir des connaissances sur pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'abord ces ressources, et bien sûr, ils doivent avoir, dans ce sens-là, de savoir quelles sont les contraintes, quelles sont les possibilités, qu'est-ce que je pourrais faire avec telle ressource, et comment est-ce que je peux changer. Par exemple, si la ressource est une certaine fiche avec une activité ou quelque chose, comment est-ce
est-ce que je peux déjà analyser cette activité? Qu'est-ce que ça donne cette activité comme possibilité? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais avec cette possibilité qui m'amène ou qui amène les élèves au point où je veux aller? Et comment est-ce que je phrase mes questions, par exemple, pour les amener après le cycle prochain, etc. Alors ça, ce sont les changements qu'on voit sur les textes. Parce que d'abord, ils ont quelque chose, et après, ils changent, et après, ils changent, et après, ils changent. Et le enrichissent, en général, c'est un enrichissement. Ouais. Et, mais il y a des... c'est pas un one-way system, c'est les deux voies. Hein, c'est les professeurs et la ressource qui s'influencent, comment dire, mutuellement. Voilà. Pardon? S'interagissent, oui. Et là, non, vous avez répondu en partie à la question que je voulais soulever. En fait, la question portait sur la relation entre le choix de la ressource et le contenu utilisé par l'enseignement. Et je pense que vous avez donné en partie une réponse. Mais est-ce que le contenu dirige le choix de la ressource? Oui, dans un sens, oui. Oui, bien sûr. Par exemple, la ressource pourrait être le travail des élèves. Alors, comment est-ce que j'ai réagi comme professeur sur le travail des élèves? Qu'est-ce que je fais avec le travail des élèves? Qu'est-ce que je fais avec les tests, les examens? Est-ce que je les jette? Alors, c'est la note 14 sur 20 ou quelque chose, ou qu'est-ce que je fais avec? Et la